Alors, bonjour tout le monde. Alors, peut-être juste indiquer si vous m'entendez bien, comme à l'habitude, pour être certain. Oui, on a eu quelques petits problèmes techniques. Alors, donc, maintenant, on va commencer. Alors, bonjour, je suis Suzanne Leroux, je suis infirmière clinicienne spécialisée ici à l'INSPQ et responsable du programme de formation. Donc, bienvenue à ce dernier webinaire avant la période de la pause estivale. Et aujourd'hui, on va parler du protocole SPIN et des bactériémies. Alors, quelques petites informations importantes avant de débuter. Pour une meilleure qualité sonore, on vous recommande de fermer le son de votre ordinateur et de vous brancher en mode audio via votre téléphone. Donc, c'est important que votre téléphone soit toujours en mode discrétion, étoile 6. Il n'y a aucune possibilité d'intervention, mais si vous avez des questions, on vous invite à nous les adresser via le mode clavardage. Donc, c'est ça. Donc, à la fin, comme d'habitude, vous allez avoir un questionnaire d'évaluation. On vous demande de le compléter, de nous mettre vos suggestions dans un but d'amélioration. Pour la reconnaissance de la formation, bien, dans le fond, à la fin du programme, en décembre 2009, on va vous inviter à compléter un formulaire pour que vous puissiez avoir vos crédits de formation, mais il faut, au moment de l'inscription, que vous ayez acquitté ces frais-là. Et peut-être juste pour vous dire, bien après un bel été sûrement bien rempli, on va se revoir au mois d'octobre, le 3 octobre, pour un sujet qui va toucher plus l'unité de retraitement des dispositifs médicaux. Alors, donc aujourd'hui, pour notre présentation, on se trouve à avoir Dr. Marc-André Smith, qui est microbiologiste, infectiologue et officier de prévention des infections au CIUS nord de l'île de Montréal, qui a une maîtrise en amélioration de la qualité et sécurité des soins de la santé, qui est aussi président du SPIN d'Acto. Et en même temps, on a aussi Natacha Parisien, que vous avez déjà vu dans un autre webinaire, qui est conseillère en soins infirmiers ici à l'INSPQ et qui est responsable du dossier SPIN. Alors, je vous laisse aller. Alors, merci de la présentation. La présentation d'aujourd'hui porte sur plusieurs sujets en lien avec la surveillance SPIN d'Actot. En fait, on s'est inspiré pour le contenu en partie des résultats des réponses aux vignettes qui vous sont soumises périodiquement. Également, on présente les mises à jour principales qui ont été faites au protocole de Actot en 2019. Puis, on s'inspire beaucoup aussi de situations qu'on rencontre fréquemment en validant les fiches de bactériémie qui sont soumises au programme. Je vous invite à taper ou inscrire vos questions au fur et à mesure où elles viennent, puis on va tâcher d'y répondre. On a des pauses dans certains secteurs ou en certaines parties de la présentation où on pourra les adresser. On va prendre la chose. J'ai aucun conflit d'intérêt potentiel en liste en lien avec la présente conférence à déclarer. Les objectifs vont être, de revoir les définitions des bactéries primaires et secondaires, d'approfondir aussi la définition de procédures invasives dans le contexte de Actot, puis de donner quelques exemples de cas pour expliquer et supporter ces notions-là. Donc, la première chose dans la définition de base, je dirais, c'est qu'est-ce qui est une bactériémie qu'on doit rapporter dans Bacto. Il y a deux critères principaux à respecter. Un, il faut que l'hémoculture soit significative. Puis deux, il faut que l'hémoculture soit nosocomiale selon les critères de surveillance de Bacto, qui est un petit peu artificiel, mais une façon de standardiser la déclaration. Donc, la première chose, qu'est-ce qu'une hémoculture significative ou positive? Une hémoculture, ce qu'on entend par ça, c'est un prélèvement veineux. Et habituellement, un prélèvement veineux en médecine adulte, ça correspond à 2 bouteilles, une bouteille aérobie et anaérobie. En pédiatrie, le plus souvent, c'est qu'une seule bouteille parce qu'on collecte moins de volume sanguin. Donc, ce n'est pas le nombre de bouteilles, il faut vraiment compter plutôt le nombre de prélèvements distincts. Et on distingue 2 critères différents pour savoir si l'hémoculture est significative. On a besoin d'une seule hémoculture ou d'un seul prélèvement positif si c'est un pathogène reconnu. Puis un pathogène reconnu, par exclusion, c'est que ce n'est pas un contaminant.
Et parmi les contaminants, là, ce qu'on va exiger, c'est plutôt 2 cultures ou 2 prélèvements distincts positifs. Les contaminants, c'est essentiellement des streptocoques du groupe Viridans, des staphylocoques à coagulase négative, puis quelques autres grammes positifs. Il y a une liste préétablie qui est disponible dans SISPIN sous format d'un tableau Excel. Si le micro-organisme est dans cette liste-là, de toute façon, vous devez entrer 2 hémocultures distinctes pour pouvoir saisir la bactériémie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces 2 prélèvements-là doivent être positifs dans une période fenêtre de 24 heures pour être considérés significatifs. C'est pratique courante dans certains laboratoires quand on pense qu'il y a un contaminant de ne pas l'identifier jusqu'à l'espèce puis de donner une identification sommaire. Par exemple, staphylocoque à coagulase négative ou streptocoque du groupe Viridans. Quand l'identification est incomplète, on considère que si le genre est identique dans les 2 prélèvements, ça correspond à une hémoculture positive, donc c'est accepté. L'autre critère, donc à partir du moment où vous avez une hémoculture qui est positive et significative, c'est de savoir est-ce que ça répond à la définition de nosocomial, de ce qu'on décide de surveiller avec Bactot. Pour les patients hospitalisés, on considère qu'une bactériémie, donc une hémoculture qui est positive à partir du jour 3 de l'admission, le jour 1 étant le jour de l'admission en tant que tel, c'est une bactériémie qui est nosocomiale. Il faut faire attention dans le sens que la comptabilisation se fait à partir du moment où le patient est sur une unité où il y a des jours présence de comptabiliser. Donc, les salles d'urgence, les unités de débordement qui ne sont pas formelles, habituellement, on considère que ces secteurs-là demeurent ambulatoires, puis on compte vraiment le jour 1 à partir du moment où le patient est sur l'unité de soins qui est comptabilisée, ce qui n'empêche pas de surveiller les bactériémies ambulatoires dans les autres secteurs. Il faut aussi qu'en plus de ce critère temporel-là, l'infection ne soit pas présente ou en incubation au moment de l'admission. Je vous mets un exemple où un patient se présente à l'urgence avec une douleur abdominale, de la fièvre, il y a un diagnostic de diverticulite, puis au jour 4 de l'admission, malgré l'antibiothérapie, il y a une bactériémie à Escherichia coli et on démontre qu'il y a un nouvel abcès au niveau du côlon près de sa diverticulite. Ce cas-là, c'est assez évident que l'infection ou la diverticulite en soi était déjà présente à l'admission, puis ce n'est pas une complication nosocomiale, c'est une complication de l'infection initiale. Des fois, ce n'est pas aussi noir ou blanc que ça. Il peut y avoir de l'interprétation à faire, puis je vous encourage, en cas de doute, à consulter microbiologiste ou officier de prévention de votre installation pour valider si vraiment l'infection est en incubation ou pas à l'admission. On en reçoit périodiquement, puis ça nous fait plaisir également de les regarder. Pour les infections qui surviennent en ambulatoire, qui incluent les salles d'urgence, on surveille 4 types d'infections ou de bactériémies seulement. On surveille les bactériémies qui sont liées aux accès veineux en hémodialyse, et ça en tout temps. Et on entend par là les bactériémies primaires, dans le fond, pour lesquelles il n'y a pas de foyer secondaire documenté. C'est la même chose pour les patients qui sont porteurs de cathéters centraux en ambulatoire. On surveille en tout temps les bactériémies qui sont dites primaires. Pour les procédures invasives sur lesquelles on va s'attarder un petit peu plus tard dans la présentation, on les surveille autant les infections primaires que les infections secondaires qui surviennent dans les 7 jours suivant la procédure. Et les infections de site opératoire, là encore, s'il y a des chirurgies en ambulatoire, on les surveille. Puis là, on va y revenir plus tard également, mais entre 30 et 90 jours après le début des signes d'infection. Est-ce qu'il y a des questions à propos de cette section-là? Les gens qui sont en train d'écrire, je ne sais pas si c'est une question. OK. La notion ne doit pas être présente ou la notion d'infection ne doit pas être présente en incubation. Un usager connu avec Initiase, il fait une bactériémie à 6 jours après son admission. Il n'est pas noso, point d'interrogation. Tous ces cas-là, souvent, ce n'est pas noir ou blanc, c'est vraiment une question, en fait, c'est un jugement médical qu'il faut porter. Donc, en présence d'une lithiase, la question est de savoir est-ce qu'il y avait une infection à la base. Le fait d'avoir une lithiase, même si elle est obstructive, là, je ne sais pas si on parle d'une lithiase biliaire là, ou des lithiases urinaires, mais en soi, le fait d'avoir une lithiase n'équivaut pas à avoir une infection urinaire. Il y a beaucoup de ces patients-là qui n'ont pas d'infection.
Fait que tout est dans, est-ce qu'il y avait des symptômes urinaires à la base? Est-ce qu'il y avait des fièvres déjà au départ? Mais je considère que d'avoir une litiase obstructive sans infection, ce n'est pas une infection qui est en incubation en tant que telle. Est-ce que ça répond à la question? Parfait. OK. On continue. Parfait, on continue. Donc, une fois que vous avez une hémoculture qui est jugée significative au niveau microbiologique, puis qu'au niveau des définitions, soit en ambulatoire ou soit pour les patients hospitalisés, on est dans les bons délais pour ce qui est surveillé ou qu'on veut capturer avec Bacto, bien là, vous êtes pris avec le dilemme où est-ce que je classifie ma bactériémie au niveau clinique. Et il y a deux grandes entités distinctes. Il y a les bactériémies primaires, qui essentiellement sont des hémocultures positives, mais pour lesquelles il n'y a pas de foyer d'infection identifié ou clairement identifié, ou encore des patients qu'on n'a pas investigués pour rechercher un foyer. On va y revenir un peu plus tard. Puis, il y a l'autre grande catégorie qui est toutes les infections secondaires, donc qui ont un foyer primaire bien défini, puis la bactériémie, à ce moment-là, vient de ce foyer-là infectieux. Je vous référais en fait aux définitions des infections nosocomiales qui sont disponibles dans SISPIN. Les plus fréquentes, c'est-à-dire les urinaires, respiratoires et les infections de site opératoire, sont traduites dans ce document-là. Puis les infections un peu moins fréquentes, il y a au besoin les définitions de NHSN, les définitions américaines, pas traduites malheureusement, mais qui sont à cet endroit-là. Et je vous dirais, en fait, peut-être ceci, quand vous faites la validation ou la recherche pour les infections secondaires, peut-être faire attention, pas toujours prendre la première note médicale, mais se fier plus sur l'ensemble de l'épisode de soins, parce que le diagnostic peut changer au fil des évaluations. Fait que peut-être prendre les notes médicales un petit peu plus tard pour être certain que le diagnostic est le bon. Ce n'est pas toujours la première hypothèse émise qui est la bonne dans le dossier. On va s'attarder un peu plus, par contre, aux bactériémies primaires, qui est selon ce qu'on voit quand on valide, puis même dans la vie de tous les jours, c'est ça qui est un peu plus difficile comme notion à comprendre, qu'il y a plus d'hésitation à savoir comment classifier les cas. Il y a trois options quand on n'a pas de foyer. C'est soit c'est une bactérie primaire qu'on peut rentrer dans un SISPIN, on peut la rentrer comme primaire associée à un cathéter vasculaire, ou primaire associée à un accès veineux en hémodialyse. Donc, quand est-ce que vous devez choisir vraiment l'option bactériémie primaire? Il y a 4 situations uniquement où c'est le bon choix à cocher. La première, c'est si le patient n'a pas été investigué. Donc, par exemple, un décès imminent ou un patient à soins palliatifs chez qui on ne fait pas d'investigation, à ce moment-là, artificiellement, on va le mettre en bactériémie primaire pour le comptabiliser quand même, sachant que ça pourrait être associé à un cathéter, par exemple, ou qui pourrait avoir un foyer secondaire, mais qu'on n'a pas recherché. L'autre cas qui est évident, puis qui fait des de vraies bactériémies primaires, c'est si le patient n'a pas de cathéter central ni d'accès veineux en hémodialyse et qu'il n'y a pas de foyer à la recherche de foyer. Puis enfin, il y a 2 exceptions où un patient qui serait porteur d'un cathéter central ou d'un accès veineux en hémodialyse le jour même de la bactériémie ou la veille, où on pourrait quand même le rentrer dans la bactériémie primaire. C'est s'il y a un bris de barrière muqueuse, qui est notre prochaine diapositive, ou si on est dans le jour même ou le lendemain de l'insertion du cathéter. Pourquoi? En fait, parce qu'on juge que le cathéter est présent depuis trop peu longtemps pour être vraiment incriminé ou associé. Ceci étant dit, c'est cliniquement, vous jugez qu'un cathéter plutôt fraîchement posé et quand même relié cliniquement à la bactériémie, vous avez toujours l'option de l'ajouter en termes de procédure, installation de cathéter à votre bactériémie primaire. Les bris de barrière muqueux, qui est la situation d'exception où vous pouvez entrer un patient qui a un cathéter central comme une bactériémie primaire, on l'a mis comme ça, en fait, pour, on se colle aussi aux définitions américaines du CDC, donc c'est plus facile de se comparer. C'est effectivement des bactériémies qui, même si la plupart des patients ont des cathéters centraux, c'est des bactériémies qu'on ne peut pas vraiment éviter. En tout cas, en grande partie, on ne peut pas les éviter, même avec des bonnes mesures de prévention d'infections liées au cathéter. Puis, essentiellement, c'est des translocations digestives dans des populations à risque. Donc, il y a 2 critères à remplir pour qu'on puisse accepter une bactériémie comme associée à un bris de barrière muqueux.
Il faut que le micro-organisme soit un micro-organisme de la flore intestinale reconnu qui est sur la liste du NHSN ou du CDC, qui est disponible dans SISPIN. C'est principalement les entérobactéries et plusieurs cocci à gram positif et des anaérobies. Là encore, si c'est un contaminant reconnu comme les strepes du groupe Viridans ou le Rossia, ça va prendre 2 hémocultures pour être accepté. Et j'attire votre attention sur le fait que le Pseudomonas aeruginosa ne fait pas partie de cette liste, même si on en voit dans notre pratique courante qui sont des translocations digestives. Donc, en ce moment, pour la période de surveillance actuelle, s'il y a des bactéries primaires à Pseudomonas en présence d'un cathéter central, il faut les classifier comme des bactéries associées aux accès vasculaires. En 2020, on va réévaluer la possibilité, comme c'est assez fréquent, de peut-être les ajouter au bris de barrière muqueux, mais pour cette année, le Pseudomonas compte comme une bactérie associée au cathéter. Puis bon, non seulement microbiologique, mais il faut aussi que vous ayez la population à risque, qui est soit des allogreffés de cellules souches avec diarrhée, ce qui ne touche pas énormément d'installations dans la province, ou encore des installations de néonatologie avec des conditions abdominales critiques qui sont listées dans le protocole BACTA. Ce qui est le plus fréquent, en fait, c'est des neutropénies avec des neutrophiles en bas de 0,5 pour au moins 2 journées qui ne sont pas sans consécutives, mais 2 journées différentes dans une fenêtre qui inclut les 3 jours avant, le jour de la bactériémie, puis les 3 jours après la bactériémie. Et c'est important, de toute façon, c'est une règle d'affaires, mais il faut spécifier le cathéter en place, de quel type il s'agit, s'il y en a un ou pas. Je dirais qu'au niveau microbiologique, il faut que ce soit exclusivement des germes de la liste du NHSN. Par exemple, si vous avez un Staph aureus ou un Pseudomonas dans une bactérie polymicrobienne qui a aussi du E. coli et d'autres germes acceptés, on ne peut pas la mettre comme BAC BBM, il faut la rapporter à ce moment-là comme une primaire ou une primaire associée à un cathéter. Je vois qu'il y a une question, qu'est-ce qu'un bris de barrière muqueux? Bien, essentiellement, c'est que la lignée, dans les cas qui touchent la population hémato-oncologique, souvent avec la chimiothérapie, il y a vraiment une mucosite. Donc, il y a un bris d'intégrité de la barrière épithéliale au niveau digestif. Ça fait que les bactéries du tube digestif peuvent transloquer et donner des bactériémies sans qu'il y ait vraiment d'infection. C'est assez fréquent chez les patients sous chimiothérapie neutropénique qui ont des greffes de cellules souches. C'est un peu la même chose en néonatologie quand il y a des conditions abdominales un peu catastrophiques ou sévères où les bactéries à même le tube digestif vont avoir accès au sang à cause de la maladie de base. C'est tous des patients qui ont en commun d'avoir souvent des cathéters centrales. Puis on peut, si on les classe comme des bactéries primaires associées au cathéter, vraiment surestimer le rôle des cathéters dans ces infections-là. Donc, c'est un peu pour baisser le nombre de bactéries associées au cathéter qu'on crée cette sous-catégorie-là qu'on sait qu'ils ne sont pas évitables. En fait, puis quand vous mettez une bactérie primaire, vous avez justement ces options-là que vous pouvez sélectionner. Donc, c'était une infection qui n'était pas investiguée ou que c'était une bris de barrière muqueux. Puis à la question, est-ce que le BBM est diagnostiqué par un médecin? Non, ce n'est pas un diagnostic vraiment clinique. C'est vraiment à vous à le rechercher quand vous avez la population cible, donc une neutropénie, une greffe de cellules souches ou une condition critique abdominale en néonatologie. C'est à vous à faire cette analyse-là. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions pour la section sur bactéries primaires versus secondaires? Secondaire, peut-être juste préciser, tu disais que fallait regarder le diagnostic médical, mais il faut aussi que ça réponde aux critères dans nos définitions d'infection nosocomiale. Des fois, le diagnostic médical peut nous amener vers une secondaire, mais s'il ne répond pas aux critères, on ne peut pas le mettre comme ça. Donc, c'est important de bien le regarder. Oui. Il y a encore peut-être des questions en train de détecter. Donc, on va continuer, puis on reviendra à la question si jamais il y en a une qui est posée. Donc, un petit survol des bactériémies reliées aux cathéters vasculaires, qui sont également entrées comme des bactériémies primaires. Il y a en fait la diapositive est un peu lourde, on va la passer ensemble. C'est tout extrait en fait du protocole BACTO qui est disponible sur SISPIN.
Le premier point sur lequel je voudrais attirer l'attention, c'est qu'on n'est pas du tout obligé d'avoir des signes locaux d'infection pour déclarer une bactérie associée à un cathéter vasculaire quand c'est un cathéter central. Si c'est un cathéter périphérique, par contre, il doit obligatoirement avoir des signes locaux, que ce soit de la rougeur, de l'induration, de la douleur. Puis c'est important de les rechercher dans le dossier quand on a des bactéries primaires à l'hôpital, parce que des fois, c'est noté de façon très brève, même des fois, c'est noté seulement que dans les notes nursing, puis c'est probablement, en fait, un type d'infection, en fait, on pense qu'il est sous-rapporté probablement parce que la documentation dans le dossier des signes locaux aussi du cathéter périphérique laisse souvent à désirer. L'autre chose, c'est que, comme je vous ai expliqué précédemment, le cathéter, que ce soit un cathéter périphérique ou central, il doit absolument avoir été en place 3 jours ou plus. Sinon, on juge que le cathéter est un peu trop frais pour être impliqué dans l'infection. Puis à ce moment-là, si c'est un cathéter central, puis vous jugez quand même vraiment que le cathéter est vraiment impliqué dans l'infection, vous pouvez mettre une procédure d'insertion de cathéter pour les jours 1 ou 2 du cathéter. Par contre, les cathéters périphériques, vraiment ces cathéters-là, on met des bactéries primaires si ça survient dans les 2 premiers jours de l'insertion. Et je répète encore, mais quand vous avez un cathéter central en place, s'il n'y a pas d'autres sites d'infection, même si cliniquement vous ne pensez pas que vous avez une faible suspicion que l'infection soit reliée au cathéter, vous devez quand même la classifier dans bactérie primaire associée à un cathéter vasculaire, à l'exception des BBM ou si c'est une infection qui n'a pas été investiguée. On le sait en fait qu'on surestime probablement la proportion de cathéters incriminés. C'est pour ça qu'on dit que c'est des bactéries associées et non pas reliées à un cathéter vasculaire. On n'établit pas de lien de causalité, mais on veut juste que la définition soit la même dans tous les centres pour que ce soit comparable, parce que sinon, ça devient difficile vraiment de juger entre les installations la proportion de BAC et non-BAC, s'il y a de l'interprétation clinique qui se fait au-delà de ça. Puis c'est exactement ce qui est fait aux États-Unis puis dans les autres programmes de surveillance. Peut-être juste vous aviser, dans le protocole, il y avait une coquille, protocole BACTOT, à la page 14, au point 4.4.4, 4.4.5. J'ai encadré en orange là, les changements qu'on a apportés. Fait que soit vous le corrigez dans votre protocole, c'est déjà imprimé, ou allez voir, j'ai déposé ce matin le protocole corrigé. Là. Dans le fond, au lieu du « et », c'était écrit un « ou », et c'était pas très clair. Là, fait qu'on a apporté la correction ce matin. Puis j'ajouterai aussi pour le décompte des jours cathéters, ça peut arriver qu'il y ait un cathéter central qui est changé là, ou qui est retiré. Le décompte des jours se poursuit tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas un 24 heures ou en tout cas une journée calendrier complète sans cathéter central en place. Donc, si par exemple, on retire un cathéter fémoral puis on le remplace par un sous-clavier ou un jugulaire le même jour ou le lendemain, bien, on continue de compter les jours sans repartir à zéro. Fait que ça prend vraiment une journée complète sans cathéter central pour dire qu'on reprend le décompte à jour 1 à partir du nouveau cathéter. Ça peut arriver comme situation où vous avez plusieurs accès différents, plusieurs cathéters différents. Alors, quand vous faites l'entrée, qu'est-ce que vous devez mettre comme cathéter d'attribution ou comme cathéter incriminé? C'est certain que s'il y a des signes d'infection locale, que ce soit périphérique ou que vous avez par exemple une tunnelite ou du pus qui s'écoule au niveau d'un de vos cathéters, mais c'est évidemment ce cathéter-là qu'il faut mettre comme choix. Par contre, pour le reste, bon, on y va un peu sur une approche probabiliste, c'est-à-dire que vous mettez le cathéter qui a le plus de chances d'être infecté. Donc, les cathéters non tunnalisés sont ceux qui ont le plus de chances que les cathéters tunnalisés, qui eux qui ont plus de chances d'être infectés que les fistules artério-veineuses synthétiques, puis elles, ainsi de suite, la plus de chances que les fistules artério-veineuses naturelles. Donc, on y va avec une question à choix multiple. Donc, on n'aura pas aujourd'hui le choix là, que vous puissiez cliquer, fait que on vous lit la question. Un usager se présente à l'urgence pour une mission de l'état général le 1er mai et un cathéter périphérique est installé. Le 4 mai, il est toujours à l'urgence, il fait de la fièvre et son cathéter est infiltré et le site présente la rougeur. Le cathéter est retiré, pas cultivé, puis des hémocultures sont prélevées et sont positives à staphylocoque dans 2 hémocultures. Comment vous déclarez ce cas-là? Une primaire associée au cathéter périphérique,
Aucune déclaration car aucun résultat de culture du cathéter pour prouver l'infection. Ou C, aucune déclaration car exclusion des bactéries à déclarer. Ou D, aucune déclaration car c'est un contaminant. Vous pouvez nous envoyer vos réponses. On a beaucoup de réponses jusqu'à date de A, beaucoup de réponses de C. Donc, je vais laisser Marc-André expliquer la réponse. Je dirais que la moitié des centres font ce qu'il faut faire, puis l'autre moitié font ce que je juge est acceptable de documenter aussi, mais pas nécessairement dans BACTA. En fait, la bonne réponse, c'est C. Et pourquoi c'est la bonne réponse? En fait, A, c'est sûr que c'est une bactériémie associée à un cathéter périphérique. Puis pour votre, localement, c'est sûr que vous devriez garder un journal de bord ou en tout cas une liste de ces infections-là, parce que c'est tout à fait pertinent au niveau de la PCI localement de documenter. Par contre, dans BACTA, il faut savoir que les salles d'urgence ne sont pas considérées comme des patients hospitalisés. C'est parce qu'ils ne font pas partie des comptes de jour présence. Donc, on a ici une bactériémie en ambulatoire qui est reliée à un cathéter périphérique et elles ne font pas partie des bactériémies surveillées dans BACTA en ambulatoire. Si c'est un cathéter central, ce serait différent. Donc, je dirais A, absolument, vous devez garder une trace de ça puis les documenter en parallèle de BACTA, mais c'est C pour les fins de surveillance provinciale qui est la bonne réponse. Bravo de ne pas avoir mis B. On n'a pas du tout besoin d'une culture de cathéter pour associer une bactériémie à un cathéter. Puis, c'est un contaminant. Bravo de ne pas avoir mis ça non plus. On a deux hémocultures différentes. Il y avait une question. Il y avait une question ici. Donc, la première question, on a une bactériémie non investiguée chez un patient qui porte un cathéter central. Pourquoi le mettre investigué seulement, car patient de... Je pense, en fait, non investigué, il n'y a pas de définition exacte de qu'est-ce qui est non investigué. C'est d'utiliser un peu son jugement de est-ce que le patient est décédé dans les jours imminents, puis on n'a vraiment pas pu faire le tour. C'est un peu le jugement, je ne peux pas vous donner de réponse précise à ce cas-là. Est-ce que ça, on devrait la mettre comme une bactérie associée à un cathéter vasculaire ou une bactériémie primaire non investiguée? Ça dépend vraiment, c'est du cas par cas. Pour ce qui est de la question du CHU, en fait, c'est la... Corrige-moi si je me trompe, Natacha, mais c'est la date de la bactériémie qui fait... En fait, pour à peu près toutes les infections qu'on surveille, c'est la date de la bactériémie qui fait office de lieu d'attribution. Oui. Vous pouvez, par contre, mettre dans les commentaires, effectivement, si c'est sur une autre unité de soins que c'est apparu, c'est de la bonne pratique de PCI de le suivre de cette façon-là, mais pour des fins de déclaration, c'est vraiment le lieu de la bactériémie là, à laquelle on attribue. La réponse va... Oui. Oui. Donc, la réponse va demeurer... Donc, la question est, est-ce que si le patient est admis après 4 jours à l'urgence, est-ce que la réponse demeure C? La réponse est oui, tant que ça ne fait pas 3 jours qu'il est à une unité de soins régulière. Parce que je sais que pour nous, avec la réforme des urgences, il y en a beaucoup moins qui restent. Fait qu'on en a beaucoup moins qui sont dans cette situation-là. Je ne sais pas si c'est comme ça pour les autres installations, mais malheureusement, oui, tant que le patient n'est pas sur une unité qui compte dans les jours présents, on considère qu'il demeure dans le secteur ambulatoire. Son jour 1 commence vraiment la journée de l'hospice. Ça fait 4 jours qu'il est à l'urgence. Tu ne commences pas à calculer tes jours. C'est vraiment dès qu'il est admis jour 1. Donc, pour qu'il soit nosocomial relié à l'hospitalisation, c'est à partir du jour 3 hospitalisé sur une unité de courte durée qu'on peut le déclarer. Il y a une autre question. Il y a des questions qui sont en train de s'écrire. Donc, la question, si on ne suit pas les infections de l'urgence, comment peut-on prévenir? Donc, pas de chiffres, les gestionnaires ont tendance à ne pas voir les problèmes. Ben, c'est un peu pour ça que je vous dis,
le système Bacto n'est pas parfait, puis il n'y a aucun système parfait. Puis ça, c'est le genre d'infection qu'il faut suivre, mais documenter à côté, on the side, dans vos installations. C'est pas une surveillance qui est parfaite. Puis le but, c'est justement d'avoir une surveillance. On est obligé de faire des choix pragmatiques des fois. Puis si on veut calculer des incidences, ça prend un dénominateur qui est des jours présence, ce qui n'existe pas pour les urgences. Fait que je vous encourage à les documenter chez vous. Ce qui est surveillé, dans le fond, à l'urgence, c'est ce qui est surveillé en ambulatoire. Donc, pas de procédure, si un cathéter central ou un accès veineux en hémodialyse. Le reste, ben, vous encourage à les surveiller d'une façon alternative dans vos centres. Il y a plein de surveillances qui ne sont pas saisies dans la SISPIN, des infections urinaires, des conjonctivites. Si vous avez des problèmes sur des unités, c'est pas parce qu'on ne le surveille pas dans la SISPIN que vous ne devez pas faire ces surveillances-là. D'avoir des systèmes parallèles de surveillance, on vous encourage là, pour ceux qui ne sont pas inclus dans la SISPIN. On reviendra aux questions s'il y en a d'autres, mais on va poursuivre. Donc, on va couvrir un peu les bactériémies associées à une infection de site opératoire. En fait, la définition d'infection de site opératoire, je vous réfère au document qui est dans SISPIN, qui est la définition des infections nosocomiales. J'attirerai votre attention sur le fait que, dépendamment des types de chirurgie, on doit comptabiliser la surveillance pour 30 à 90 jours. C'est la prochaine diapositive, on va le couvrir plus en détail. Et le jour 1 est le jour vraiment de la chirurgie. Et le jour, pour respecter ce délai de 30 à 90 jours, on considère, contrairement aux autres infections qui étaient la date de la bactériémie, pour les infections de site opératoire, on considère la date de début d'infection, qui est la date où les signes ou les symptômes ont commencé. Par exemple, rougeur, douleur, écoulement. Donc, c'est ce critère-là qui fait office du 30 à 90 jours et non pas nécessairement la bactériémie. Et les données que vous devrez entrer, bien, il y a le type et la date de la chirurgie dans la fiche. Les types de chirurgie, il y a une liste bien définie du CDC qui est vraiment la liste des chirurgies acceptées pour les infections de site opératoire. J'attire vraiment votre attention sur le fait que pour certaines procédures, ou pas procédures, pour certaines chirurgies, qui sont la plupart des chirurgies où il peut y avoir des implants mis en place, ou des chirurgies vraiment majeures, il faut surveiller les infections de site opératoire profondes et d'organes-espaces jusqu'à 90 jours après la chirurgie et non pas 30. Entre autres, toutes les chirurgies cardiaques, les pontages orthocoronariens, également des chirurgies du sein, les chirurgies pour cardiostimulateurs, certaines chirurgies orthopédiques avec la mise en place d'implants là, au genou, hanche, puis certaines neurochirurgies, entre autres au niveau du rachis, craniotomie. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour ces chirurgies-là, même si les infections profondes, on les recherche jusqu'à 90 jours, les superficielles, on se limite à 30 jours. Puis s'il y a des incisions secondaires, par exemple en chirurgie cardiaque, si vous avez des plaies de saphénectomie, bien ces sites-là, c'est 30 jours seulement qu'on suit. Fait que c'est vraiment 90 jours pour les infections profondes au niveau du site principal opératoire, du site primaire opératoire. Donc, on a une autre question à choix multiple pour les ISO. Un UVG est opéré pour une réduction de fracture ouverte en chirurgie d'un jour. Il consulte à l'urgence 100 jours après sa chirurgie pour des douleurs intenses au site opératoire depuis 2 semaines et de la fièvre depuis 24 heures. Les hémos sont prélevés et sont positifs à Staph aureus. Un diagnostic d'ostéomyélite est posé suite aux examens. Comment vous déclarez ce cas? A, bactériémie secondaire, une infection de site opératoire impliquant organe-espace infecté, catégorie 1C. B, bactériémie secondaire, une infection du système ostéo-articulaire avec ostéomyélite, catégorie 1C. C, aucune déclaration car le délai de 90 jours post-chirurgie est dépassé. Ou D, aucune déclaration car la chirurgie a eu lieu en ambulatoire. Vous pouvez peut-être nous répondre. Donc, on voit pas mal de C passer. Ouais. Un B, OK. Des B passés. Un A, des A. Ouais, c'est un peu mélangé entre du A, B, C, là.
À l'œil, c'est 70% disent C, 20% disent B, puis 10% qui disent A. La majorité n'a pas toujours raison. C'est A qui est la bonne réponse pour cette vignette-ci. En fait, pourquoi C, qui était la réponse principale, n'est pas la bonne réponse? Effectivement, il y a un délai de 90 jours, mais il faut savoir que c'est la date de début d'infection et non pas la date de bactériémie qui fait office de délai à respecter. Et le patient avait des symptômes depuis 2 semaines. Donc, si on fait 100 jours moins 2 semaines, on tombe en bas de 90 jours, on est encore dans le délai prescrit pour la surveillance. Et c'est une infection profonde, même organe-espace, au niveau d'une chirurgie qui est visée, une réduction de fracture ouverte, qui est dans la liste des procédures suivies jusqu'à 90 jours. Donc, elle doit être capturée. Maintenant, B, qui était l'autre réponse favorite, ben, c'est pas faux. Il y a vraiment une ostéomyélite. Donc, de façon théorique, c'est vrai. Par contre, ce qu'on veut vraiment capturer, c'est le fait que c'est une meilleure réponse A que B, c'est que c'est une infection de site opératoire, puis B, en fait, vous n'auriez pas à la suivre en théorie s'il n'y avait pas eu l'infection. Fait que c'est vraiment A qui est la bonne réponse. Et D, en fait, il n'y a pas eu de réponse D, bravo, parce qu'effectivement, les infections de site opératoire, même pour les chirurgies d'un jour ou en ambulatoire, on les suit. Il y avait des questions, oui, on va remonter. Donc, une des questions est pour l'unité d'hospitalisation brève. Nous avons les jours présence. Est-ce qu'elle est incluse pour la surveillance? La réponse est oui. S'il y a des jours présence, c'est inclus dans la surveillance. Et une autre question est si un usager vient pour des antibiotiques intraveineux à l'urgence et fait une bactériémie, est-elle un C ou non comptabilisée? Là, ça dépend, en fait, pour les programmes d'antibiothérapie intraveineuse à domicile, en fait, on est en ambulatoire. Fait qu'il faut vous demander qu'est-ce qu'on suit en ambulatoire, puis ça revient aux 4 mêmes affaires tout le temps. Est-ce qu'il y a un accès veineux d'hémodialyse? Est-ce qu'il y a un cathéter central? Donc, si votre patient a un PICC line, qui fait une bactériémie sans foyer liée au PICC line, bactérie primaire liée au PICC line, oui, à ce moment-là, on va la surveiller. Puis les deux autres, en fait, sont les infections de site opératoire puis les infections qui suivent une procédure. Donc, dans ce cas-là, si vous donnez des antibiotiques par une voie périphérique, par exemple, ça ne serait probablement pas suivi. La situation que je vois qui pourrait se présenter dans ce type de clinique-là, c'est vraiment des PICC lines ou des cathéters centraux. Puis à ce moment-là, on le rapporte uniquement si c'est une bactérie primaire associée au cathéter. Oh ouais, il n'est pas en question. Bon, la question si l'installation de nos cardiostimulateurs ne sont pas faits au bloc opératoire, est-ce que je peux déclarer une bactérie sur une procédure qui ne fait pas partie de mes dénominateurs observés, soit mes chirurgies? On va revenir peut-être aux procédures. Oui, mais la pose de cardiostimulateur, il faudrait que de mémoire, ça fait partie des chirurgies. Ça dépend. Il y en a qui sont... Je pense que oui, ça fait partie des chirurgies. Donc ça rentrerait dans une ISO. Oui. Donc, pour savoir, là, je me réfère aux définitions d'infection nosocomiale, la page 22. Chirurgie pour cardiostimulateur est vraiment inscrite dans les chirurgies de 90 jours. Donc, vous devez la surveiller comme infection de site opératoire et non comme procédure. C'est ça. Donc, c'est vraiment une infection du boîtier ou des sondes là, du cardiostimulateur. Jusqu'à 90 jours après, elle serait à surveiller. Il y a une question en fait, qui est concernant la diapo 24. Il n'est pas nécessaire d'avoir une culture de l'organe-espace pour confirmer ce type de bactériémie. Ça, en fait, je vous réfère aux définitions qui sont dans définition d'infection nosocomiale. Oui, définition pour la surveillance des infections nosocomiales qui est dans SISPIN. Puis, la culture positive n'est pas nécessairement nécessaire pour poser un diagnostic. Il peut y avoir un drainage purulent qui vient directement ou qui est visualisé de la cavité ou de l'organe ou d'autres évidences à l'examen direct. Il faut vraiment se coller aux définitions d'infection de site opératoire qui sont dans ce document-là. Puis la culture positive n'est pas nécessaire. C'est un des critères possibles, mais vous pouvez quand même arriver au diagnostic sans cela. Et donc, on a une question, Rimouski.
Donc, c'est la date de début des symptômes pour ISO, mais pour les lieux d'attribution, c'est la date de la bactériémie, c'est ça? Pour le lieu d'attribution, pour les ISO, si c'est fait en chirurgie, si la chirurgie est faite en chirurgie d'un jour, qui revient pour une infection de cet opératoire, vous allez le catégoriser 1C, ambulatoire chirurgie d'un jour. Si l'opération a été faite lors d'une hospice antérieure, vous allez le mettre 1B. Donc, vous allez voir dans le protocole, on a mis des exemples avec ça là, pour ça. Fait que vous allez pouvoir aller le voir, c'est bien documenté comment le rentrer. Puis, dans le fond, pour les infections qui suivent une chirurgie, c'est opératoire ou procédure, dans le fond, l'attribution, quand on l'attribue à la procédure ou à l'ISO, l'attribution va au lieu où c'est fait, dans le fond, la chirurgie ou l'ISO. Mais la date de début de symptômes, c'est celle qu'on prend pour les délais à respecter pour les ISO. Oui. Pour la chirurgie cardiaque, est-ce qu'on sépare les sternotomies de la saphénectomie? Oui, les sternotomies, c'est des infections de site opératoire primaire. Ils sont surveillés pendant 90 jours quand c'est des infections profondes. La saphénectomie, ce qui est considéré une infection de site opératoire secondaire, et ça, c'est surveillé jusqu'à 30 jours seulement. Dans quel contexte on va déclarer B? Donc, B, la réponse B de tantôt, bactérie secondaire, une infection du système osseo-articulaire avec ostéomyélite. Donc, il y aurait deux situations où je peux voir ça. Un, vous avez un patient hospitalisé, puis par exemple, il fait une plaie de pression, va avoir une ostéomyélite associée, puis va devenir bactériémique. Donc, c'est vraiment une bactérie nosocomiale par hospitalisation avec une ostéomyélite. Un A, par exemple. Dans la réponse, on mettait un C, là, fait que ça serait un 1A, celle-là. Puis, on va y arriver. Les prochaines diapositives vont être sur les procédures. Mais, par exemple, si vous avez, je ne sais pas, une infiltration au niveau du rachis, puis vous avez une spondylodicite ou une arthrite septique, par exemple, après une infiltration ou une ponction articulaire, bien là, vous pourriez avoir une infection du système ostéo-articulaire qui serait soit une ostéomyélite ou une arthrite septique, à laquelle vous pouvez attacher la procédure qui a causé l'infection. Oui, c'est un B. Donc, il y a quelqu'un qui demande pourquoi la diapo 24 ne sera pas reliée à un B. Effectivement, le cas, il est opéré, il a été en chirurgie d'un jour, excusez-moi. Bon. Dans le fond, la question, c'est pourquoi la diapo 24, le cas ne serait pas un B relié à un hospice ou une procédure antérieure. Si vous lisez bien le cas, la réduction de fracture ouverte s'est faite en chirurgie d'un jour. C'est pour ça qu'il est un B. Si la chirurgie avait lieu lors d'une hospice antérieure, là, on le mettrait un B et pas un C. C'est la petite nuance. Puis enfin, peut-être la dernière question avant de continuer, là. On vous a mêlé, là? Bien, essentiellement, la catégorie va dépendre, est-ce que la chirurgie n'a pas été faite au cours d'une hospitalisation pour ce patient-là? Elle a été faite en chirurgie d'un jour, donc on considère que c'est un secteur ambulatoire. C'est pour ça que c'est un C. Si le patient avait été admis, par exemple, parce qu'il y a un polytrauma ou quelque chose comme ça, puis il y aurait eu sa réduction de fracture pendant une hospitalisation en bonne et due forme, ça serait tout à fait un B qui serait la bonne réponse à ce moment-là. C'est vraiment le contexte dans lequel la chirurgie s'est faite, qui là était en chirurgie d'un jour, là, initialement. Est-ce que c'est plus clair? OK, c'est bon. Puis bon, quels symptômes on doit regarder? Des fois, il n'y a pas de signe externe. Je vous réfère à la définition des infections nosocomiales là, sur les infections de site opératoire. Vous pouvez aller voir la page 20, c'est vraiment clair les critères que vous devez respecter pour relier ça à un organe espace impliqué à une chirurgie. Donc, prochaine section, et non la moindre, les procédures invasives. Alors, qu'est-ce qu'une procédure invasive? C'est une définition qu'on a introduite dans le protocole 2019. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un des objectifs un peu de BACTOT, et même en PCI de façon générale, quand on surveille des infections, c'est d'essayer de trouver des infections qui sont potentiellement évitables ou qui ont des facteurs de risque identifiables. Et les procédures invasives
on a tous une espèce d'idée qu'il y a certaines procédures qui ne sont pas des chirurgies à proprement parler, donc qui ne font pas partie de la liste des chirurgies surveillées pour les infections post-opératoires, mais qui sont impliquées ou incriminées dans des bactériémies. Je vous donne les deux exemples vraiment fréquents, c'est des procédures urologiques, que ce soit des cystoscopies, des biopsies transrectales de prostate, ou en endoscopie digestive, des ERCP ou CPRE. Et donc, le SPIN Bacta capture depuis, en fait, plusieurs années déjà ces procédures-là, mais on n'avait jamais clarifié exactement ce qu'on entendait comme procédure, qu'est-ce qu'on voulait capturer, qu'est-ce qui était pertinent de capturer peut-être pour la surveillance au niveau provincial, puis on a essayé de faire des clarifications à cet effet-là. Donc, je vous dirais que globalement, l'idée d'une procédure invasive, c'est une intervention médicale qui est invasive, mais qui n'est pas une chirurgie qui est surveillée selon le CDC, mais qui peut raisonnablement être associée à un risque d'infection directement lié là, à la procédure. Puis, c'est certain que les gestes d'examen physique, par exemple des touchés rectales, des touchés vaginaux, ou des interventions à faible risque d'infection, par exemple l'insertion d'une sonde urinaire ou retirer un drain, pas des choses pertinentes à suivre au niveau bacto, bien que, est-ce que de façon absolue, il n'y a jamais d'infection reliée à ça? La réponse est probablement non. Là. Si on en fait assez, à un moment donné, il risque d'avoir une infection, mais ce n'est pas quelque chose qui est assez fréquent ou qui mérite une surveillance en tant que telle. Puis, c'est un temps où il y avait au menu déroulant des procédures plusieurs suggestions de ce type qui ont maintenant été retirées du menu parce que c'est effectivement pas pertinent à surveiller. Et ce qu'on dit, c'est que de façon exacte, là, ou même sémantique, une procédure va pouvoir, une bactérie qui est liée à une procédure peut se présenter sous deux formes. Soit c'est une bactériémie primaire, donc il n'y a vraiment pas de foyer d'identifié, on a juste une bactériémie, ou elle peut, en bonne et due forme, être une infection secondaire. Donc, par exemple, un patient qui a une cystoscopie, puis il va se présenter avec une cystite ou une pyélonéphrite dans les jours suivants. Il y a vraiment une infection urinaire, mais elle est reliée à la procédure urologique. Donc, vous avez la possibilité d'entrer, d'attacher une procédure, soit une bactériémie primaire ou une bactériémie secondaire, si la procédure est jugée avoir un lien clinique avec la bactériémie. C'est ça qui est important. Puis, donc, il y a un peu de jugement là-dedans. C'est sûr que pour les procédures urologiques, puis les CPRE, c'est des infections assez reconnues, pas des infections, mais des procédures assez reconnues pour donner des bactériémies, incluant des bactériémies primaires sans foyer. Pour d'autres types, par contre, de procédures invasives, souvent, c'est plus difficile d'attribuer spontanément une bactériémie primaire à ces procédures-là, à moins qu'il y ait une infection au site de la procédure, une vraie infection secondaire, comme l'arthrite septique, par exemple, que je vous mentionnais suite à une infiltration, par exemple, de corticostéroïdes, par exemple. Et on a aussi, je précise que, bon, en plus d'être relié cliniquement à la bactériémie, on va suivre jusqu'à 7 jours après la procédure, le jour 1 étant la date de la procédure. Donc, il faut que la bactériémie survienne jusqu'au jour 7. Là. On a inclus dans le protocole Bacto une liste des procédures. En fait, au menu, on a mis les plus fréquentes et les plus pertinentes qu'on veut vraiment capturer. Donc, il y en a beaucoup qui sont des procédures urologiques ou endoscopiques. Et ce qu'on a permis, c'est qu'on ne peut pas avoir un menu détaillé d'à peu près toutes les procédures invasives possibles et imaginables. Donc, si vous jugez qu'il y a quelque chose d'invasif qui a été fait, puis qui mérite d'être associé à la bactériémie, que ce soit bactérie primaire ou secondaire, bien, vous pouvez, si ce n'est pas dans le menu déroulant, ce qu'on vous demande, c'est d'associer, de sélectionner le système organe pour lequel la procédure a été faite. Puis, on a l'option, par exemple, cardiovasculaire autre, gynécologique autre, cutanée autre, puis de mettre en champ libre un peu c'était quoi la procédure qui avait lieu. Puis ça permet de s'assurer après ça dans l'analyse des données que c'est classifié au bon endroit dans les rapports. Donc, c'est à la page 11 du protocole. Et des exemples d'autres choses qu'on a exclues, par exemple, c'est l'usage de forceps, qui n'est pas vraiment une procédure invasive en soi. Là. La bactérie, c'est souvent plus
je dirais, l'accouchement en soi, puis tout le péripartum. Là. Donc, on a quelques questions à choix multiples en lien avec les procédures. Un usager se présente en ambulatoire pour une cystoscopie. Il se plaint d'urine nauséabonde, donc une culture d'urine est prélevée juste avant la procédure, mais ils font quand même la procédure. 2 jours plus tard, ils se présentent à l'urgence pour fièvre, diminution de l'état général, des hémos sont faites et sont positives à E. coli, tout comme la culture d'urine qui a été prélevée il y a 2 jours. Comment vous déclarez ce cas? A. Aucune déclaration car infection présente avant. B. Bactériémie primaire associée à la procédure. C. Bactériémie secondaire, une infection urinaire non reliée à la procédure. Ou D. Bactériémie secondaire à une infection urinaire associée à la procédure. Donc, vous pouvez peut-être nous écrire un peu vos réponses que vous pensez. C'est beaucoup A et C, hein? Ah, beaucoup de A et C, un peu D. De A, ouais, il y a un petit peu de tout. Beaucoup de A et C, oui. Ah. Je suis un peu déçu, je dois avouer, mais tu sais, quand ça touche un tout autre volet qui est plus l'antibiogouvernance, qui est la bactériurie asymptomatique, mais l'urine nauséabonde, c'est pas un critère d'infection urinaire reconnu. C'est d'ailleurs une cause majeure de surdiagnostic des bactériuries, par exemple en CHSLD. C'est pas quelque chose qui mérite d'être traité. Donc, l'urine nauséabonde n'est pas un critère d'infection urinaire. Donc, la bonne réponse pour ce cas-ci serait D, une bactérie secondaire à une infection urinaire, parce qu'il rencontre les critères d'infection urinaire au moment du diagnostic. Il y a une culture d'urine positive avec des symptômes de la fièvre, en fait. Donc, il y a une infection urinaire, puis elle est associée à la procédure parce que la procédure a lieu dans les jours précédents. Et donc, aucune déclaration que l'infection présente avant, c'est non parce qu'il n'y avait pas d'infection. On ne peut pas dire qu'il y avait d'infection initialement. Bactérie primaire associée à la procédure. En fait, l'an dernier, c'est comme ça que vous l'auriez rentré, mais maintenant, on permet d'être plus précis, puis quand on remplit les critères d'une infection secondaire, de la mettre et d'associer la procédure là. C'est non relié à la procédure, ben c'est assez clairement relié. Puis en fait, c'est le genre de cas où peut-être une prophylaxie, justement, qui aurait été visée contre cette bactérie-là aurait permis d'éviter ce type d'infection. Donc, c'est même potentiellement évitable comme situation. Puis en plus, c'est pas quelque chose qu'on surveille en ambulatoire s'il n'y a pas eu de procédure. C'est pas quelque chose que vous n'auriez déclaré. Donc, c'est sûr que c'est pas C. C'est vraiment donc en fait, même s'il y a une culture d'urine positive il y a 2 jours, ben justement, s'il y a une culture d'urine positive il y a 2 jours, en fait, c'est ce qu'on appelle la bactérie asymptomatique qui doit être traitée au préalable. En fait, c'est une des seules indications que la femme enceinte de traiter au préalable, ou en tout cas de donner une prophylaxie autour de la procédure urologique pour justement éviter des infections comme ça. Puis si vous regardez dans les définitions d'infection nosocomiale, la page 28, bactérie secondaire, une infection urinaire asymptomatique, c'est vraiment noté que la culture d'urine doit avoir été effectuée 3 jours avant la journée même ou 3 jours après la bactériémie pour la classer comme ça. Donc, ça répond aux critères et associé à la procédure. Il y a de la fièvre. Non, mais c'est une asymptomatique, il y a de la fièvre. Oui, après, effectivement. Oui, bien, la situation clinique est vraiment que le patient en ambulatoire avait une bactériurie asymptomatique juste avant sa cystoscopie, ce qui est le reflet de sa culture à E. coli. On a fait la cystoscopie, puis dans les 2 jours suivants, là, il a présenté de la fièvre, puis vraiment des critères d'infection urinaire francs. Donc, c'est une bactériémie secondaire, un foyer urinaire, qui est associé à l'urétérocystoscopie. S'il y avait eu la bactériémie sans la procédure, ben en fait, on ne l'aurait même pas vu en ambulatoire. Là. Ça aurait été une infection communautaire, c'est pas suivi. C'est vraiment le fait qu'il y a eu une procédure urologique qui fait qu'on le capture. En fait, peut-être répondre à ça. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il a voulu rentrer une bactérie secondaire, une bactérie dans la cystine, mais que ça n'avait pas fonctionné.
À ce moment-là, contactez-moi quand la saisie dans les disciplines ne fonctionne pas, puis je vais pouvoir vous enligner, là, ou des fois, il faut demander des demandes de correction dans les disciplines, mais vous m'appelez à ce moment-là. Puis, en fait, il y a une question, pouvez-vous donner un autre exemple de ce type? Est-ce que c'est bactéries reliées aux procédures ou vous voulez de bactéries asymptomatiques? Ah oui, ben on a une autre diapositive, là, on vous en montre une autre. Il y a quelqu'un qui écrit que c'est pas encore clair. En fait, la question, c'est de savoir, est-ce que le patient avait une infection urinaire au moment de la cystoscopie? Puis, basé sur cette vignette-là, l'interprétation la plus probable est non. La urine nauséabonde n'étant pas un critère d'infection urinaire dans la définition des infections nosocomiales. C'est d'ailleurs le message qu'on essaie de passer dans la plupart des CHSLD puis dans les bonnes pratiques d'usage des antibiotiques, qu'une urine nauséabonde n'est pas un critère d'infection urinaire. Il y avait une bactériurie, c'est confirmé, il y avait une culture positive d'urine, mais ce n'était pas une infection urinaire symptomatique à ce moment-là. Puis il est devenu symptomatique après sa procédure urologique, ce qui est quelque chose qu'on voit en fait fréquemment, puis c'est clairement dans le temps relié à la cystoscopie. Donc, autre question sur les procédures. Autre question. Un usager se présente à l'urgence pour de l'hématurie macroscopique sans autre signe d'infection et est admis le jour même. Au jour 2 de l'admission, il subit une procédure urologique et en soirée, il présente de la fièvre. Les hémocultures sont prélevées positives à E. coli. Le microbiologiste relie cliniquement la procédure à la bactérie. Comment vous déclarez ce cas? Peut-être nous... je peux vous lire, excusez. A, bactérie primaire associée à la procédure catégorie 1A. B, bactérie primaire associée à la procédure catégorie 1B. C, bactérie primaire associée à la procédure catégorie 1C. Ou D, aucune déclaration car non-noso survient au jour 2 de l'admission. Il y a quand même quelques réponses de A, quelques réponses de D. C'est un petit peu moitié-moitié. Ouais, OK. Ah oui, oui. Donc, en fait, la réponse serait vraiment A. C'est une bactériémie, en fait, qui suit une procédure. Les procédures, on les suit toutes, peu importe qu'elles soient en ambulatoire ou hospitalisées, dans les 7 jours suivant la procédure, quand on pense qu'il y a une procédure reliée. Et on doit attribuer à la localisation où la procédure a eu lieu. Donc, dans ce cas-ci, c'était lors d'une hospitalisation, donc c'est A. Il y avait encore quelques questions que je veux revenir pour que oui, mais qui est quand même... en fait, parce que ça, c'est même plus important que l'autre section. Mais pourquoi ne pas le considérer comme en incubation, le patient précédent avec l'urine nauséabonde, surtout que le résultat d'une culture a un délai pour le résultat. En fait, était-il en incubation? Ce qu'on voit, en fait, puis je veux attirer votre attention là-dessus, mais c'est que les procédures urologiques qui sont associées à des bactériémies ou des sepsis post-procédure, souvent, c'est justement parce qu'il y avait une bactériurie à la base, asymptomatique. C'est la procédure qui fait déclencher ou qui précipite la bactériémie ou la pyélonéphrite. C'est vraiment important de les capturer parce que ça fait partie des choses pour lesquelles il y a des mesures de prévention bien reconnues, c'est-à-dire de dépister pour la bactérie asymptomatique au préalable, puis de donner une prophylaxie en conséquence. Donc, c'est vraiment, juste être certain que ce soit bien compris, là, le fait que la culture d'urine est positive avant n'est pas du tout signe que l'infection est en incubation. Même, moi, je dirais que c'est la procédure qui a précipité, c'est la manipulation de l'arbre urologique qui a précipité la bactériémie. Donc, rapidement, la dernière question ou la dernière portion qui est sur les antidiagrammes.
En fait, vous avez noté depuis l'an dernier, en fait, qu'il y a des antibiogrammes obligatoires et des combinaisons entrées pour certains pathogènes. La raison pour laquelle on fait, c'est qu'on avait des taux de non-complétion qui pouvaient aller de 20 jusqu'à presque 50% des fois pour certaines combinaisons avec le pathogène. Ça devenait très difficile d'avoir des tendances provinciales fiables des taux de résistance. Donc, cette année, en fait, on a des taux de complétion qui approchent les 95% et plus pour à peu près tous les micro-organismes. Je vous dirais, un fait important, c'est de mettre peut-être, quand vous avez la classe, par exemple, une entérobactérie avec céphépine, céphotaxime, ceftazidime, ceftriaxone, il y en a un seul qui est obligatoire. Il faudrait mettre le plus résistant du groupe. Donc, si ceftriaxone est résistant, mais ceftazidime, etc., les autres sont sensibles, mettez le résistant. L'autre chose, c'est que si c'est polymicrobien, donc il y a 2 ou 3 micro-organismes dans la bactériémie, il faut compléter l'antibiogramme pour chacun des micro-organismes de façon individuelle, de façon séparée. Puis en fait, c'est juste ça que j'avais à dire sur les antibiogrammes obligatoires. Et c'est pas mal la conclusion. Donc, si on a, je me permets de déborder un peu pour répondre aux questions qui continuent d'être mises. Donc, on demande par curiosité quel est le taux attendu de bactériémie associé aux procédures urologiques. Ça va être vraiment variable selon la procédure. Donc, ça dépend si on parle de biopsie transrectale de prostate, est-ce qu'on parle de mettre des néphrostomies en place, est-ce qu'on parle de mettre en fait des cystoscopies. Ça va varier selon qu'il y a une bactériurie initialement ou pas. Donc, je n'ai pas un taux unique à vous émettre. Par exemple, les néphrostomies, on parle que c'est probablement entre 2 et 6 Puis ça dépend aussi si on les fait en terrain infecté, là, mais ça, c'est des choses qu'on ne capture pas dans Bactode. Si, par exemple, des lithiases obstructives avec des pyélonéphrite, c'est sûr qu'on s'attend à des bactériémies fréquemment. Une question, est-ce qu'un patient qui a un épanchement pleural post-pneumonie acquise en communauté, il fait une bactériémie après une ponction pleurale? Serait-elle reliée à la procédure? En fait, là, c'est le jugement clinique. Fort probablement que non, à moins qu'il y ait un ampième ou une infection vraiment d'espace pleural qu'on relie par l'introduction de germes lors de la procédure. C'est là où la notion de procédure reliée cliniquement est importante. En fait, le plus probable, c'est que c'est la manipulation de l'ampième ou de l'épanchement compliqué qui va donner la bactériémie. Fait qu'il y a une notion de jugement clinique que je ne peux pas vous donner une réponse toute faite. Mais c'est évident qu'une bactériémie, par exemple, je ne sais pas si ce serait un pneumocoque ou quelque chose qui se ramasse dans le sang, mais il faut quand même qu'il y ait un lien plausible entre la procédure puis la bactériémie pour la déclarer. Je pense que ça fait le tour. Nous autres, on vous remercie beaucoup. En le fond, les gens ont apprécié. Ils disent même de faire la même chose avec d'autres situations. Ça serait apprécié. Il va y avoir des autres commentaires. Il va y avoir des vignettes cliniques aussi là, à l'automne prochain. C'est ça qui reviennent. Juste pour vous informer aussi, dans la dernière heure, au niveau du site où on a notre formation, où il y a le programme de formation, les vidéos des autres présentations ont été mises en ligne et il y avait les 2 dernières, là, on n'avait pas eu encore la chance de mettre le PowerPoint et tout ça, donc là maintenant c'est à jour et la présentation d'aujourd'hui, ben, dès qu'elle va être disponible, elle va être ajoutée sur le site. Maintenant, on a trouvé la façon de vous rendre disponible dans le fond de vidéo là, de la présentation. Alors, n'oubliez pas de répondre à notre petit questionnaire pour si vous avez des suggestions. Bon été, puis on se revoit au mois d'octobre. Merci. Merci. Les responsables a quitté la conférence. La conférence prendra fin dans 3